l'effondrement, l'atteinte à l'état de droit. Cette loi du 23 mars 2020 ne peut pas exister. Vous voyez, vous l'avez bien entendu, elle ne peut pas exister. 23 mars 2020, 23 mars 2026, 6 ans déjà que cette loi d'état d'urgence sanitaire a été promulguée. Alors bonsoir à tous, aujourd'hui on va faire un flash info un peu exceptionnel portant sur la date anniversaire, le célèbre sinistre anniversaire de la loi sur l'état d'urgence sanitaire, et j'avais envie tous ensemble qu'on revienne sur une argumentation que j'avais développée à l'époque devant le Conseil d'État, puisque, rappelez-vous, votre serviteur ici présent avait contesté à peu près toutes les décisions qui avaient été prises entre le 14 mars 2020 et puis le moment de la fin des confinements en fin d'année 2021. Donc c'est pour dire que nous étions sur le pont depuis déjà plusieurs mois, plusieurs années. Naturellement, si vous n'êtes pas abonné à cette chaîne YouTube, il est plus que temps, puisque plus de 60% d'entre vous n'êtes pas encore abonnés, et pourtant vous venez régulièrement consulter notre contenu. Merci à tous ceux qui nous soutiennent. Un petit pouce, un petit commentaire, ça fait toujours plaisir. Si vous trouvez le contenu intéressant, vous pouvez naturellement le partager. Alors cette loi du 23 mars 2020, ce matin, en me réveillant, je n'ai pas pu m'empêcher de penser à ce flash info que nous allions faire. 23 mars 2026, un lundi, lorsque nous faisons nos émissions quotidiennes. Bon, je ne pouvais pas passer à côté de cette occasion. J'ai d'ailleurs, sur mes différents réseaux sociaux, posté tout ce que cette loi du 23 mars 2020 a provoqué chez moi. Elle a provoqué chez moi ce que j'appelle l'effondrement, l'atteinte à l'état de droit. Qu'est-ce que l'état de droit? On en parle très souvent, mais on le définit très rarement. L'état de droit, c'est un état dans lequel l'ensemble des individus qui composent une société, les dirigeants comme les dirigés, sont soumis aux mêmes règles. C'est ce qui fait que normalement, un Premier ministre devrait parfois répondre des fautes, notamment pénales, qu'il aurait pu commises en tardant à protéger la population. Je pense ici notamment au recours qui avait été engagé par mon confrère Maître Divisio devant la Cour de justice de la République, mais aussi de considérer que les responsables politiques, lorsqu'ils créent plus de 1000 milliards de dettes, notamment dans des passes sanitaires et des tests PCR, puissent à un moment donné aussi répondre de leurs actes. À défaut, à quoi sert-il d'avoir autant de responsabilités, autant de pouvoir, si derrière, à aucun moment, on ne répond des choix politiques que l'on a pris? C'est évidemment l'effondrement de l'état de droit, puisqu'à partir du 23 mars 2020, cette loi considère que la volonté politique fait loi. Oui, tout à fait, vous l'avez bien entendu, la volonté politique peut constituer une loi. Alors c'est problématique. C'est problématique pour plusieurs raisons, parce que récemment, la Cour de cassation, sur son site internet, a rendu une audience publique pour célébrer l'anniversaire de la jurisprudence Jacques Vabre, jurisprudence qui consacrait la supériorité des traités internationaux sur la loi. Et je n'ai pas pu m'empêcher, lorsque j'écoutais le discours qui avait été fait par un des membres qui était intervenu sur cette table de conférence, de noter qu'il s'inquiétait de la remise en cause de cette jurisprudence en raison d'un certain retour au légitarisme, au fait que la loi serait la norme suprême. Alors, évidemment, je ne peux que partager ce propos sur le fait que la loi serait la norme suprême. Je rappellerai toutefois qu'évidemment, la jurisprudence Vabre est loin d'être remise en cause aujourd'hui. Les juridictions appliquent très largement les conventions internationales, mais surtout que, en réalité, la norme suprême dans notre ordre juridique, c'est la Constitution. Oui, la Constitution, vous le savez, ce texte fondateur de la Ve République. J'avais eu le plaisir d'en discuter avec Étienne Schwartz, notre chaîne YouTube. Je vous invite, si vous ne l'avez pas encore vu, à revisionner l'émission que nous avions fait avec Étienne Schwartz et que nous avons diffusée sur notre chaîne il y a quelques jours de cela. La Constitution, c'est un acte constituant, c'est-à-dire un acte qui est fondateur, qui va décider de déterminer ensemble les règles qui vont régir les différents pouvoirs et régir les relations entre les dirigeants et les dirigés. En d'autres termes, on est en train de prévoir l'imprévisible. Dans cette Constitution, on a décidé depuis 1958 que cette norme fondamentale était vraiment, véritablement, en haut de la hiérarchie des normes.
En d'autres termes, au-dessus, c'est le soleil. D'accord? On pense toujours à cette fameuse pyramide de la hiérarchie des normes dans laquelle la Constitution est au sommet et pour laquelle, évidemment, on a ensuite les conventions internationales, les lois, les décrets, et ensuite on descend, ainsi de suite, dans la hiérarchie des normes. Mais en tout cas, c'était intéressant de revenir sur ces prolégomènes. Pourquoi? Parce que si vous dites que la Constitution de la Ve République est au sommet de la hiérarchie des normes, alors cette loi du 23 mars 2020 ne peut pas exister. Vous voyez, vous l'avez bien entendu, elle ne peut pas exister. Pourquoi elle ne peut pas exister? Eh bien parce que, en réalité, toutes les conditions matérielles pour que la loi puisse être votée n'étaient pas réunies. Ça, c'est la première chose. Donc, on a à partir de ce moment-là un véritable problème dans l'adoption d'une norme qui est une loi, mais qui ne répond pas aux conditions fixées par la Constitution. D'autre part, avant cette loi du 23 mars 2020, on a toute une série d'arrêtés ministériels, de décrets qui ont été pris. L'arrêté du 14 mars 2020 qui, par le ministre de la Santé, décide de fermer les lieux de convivialité. Les différents arrêtés du 16, 17, 18, 20 mars 2020 par lequel le Premier ministre va instaurer des mesures de confinement et de fermeture administrative. Il y en a eu plusieurs parce qu'évidemment les textes ont très rapidement évolué durant cette période. Je ne vais pas revenir dessus. Mais clairement, on a des mesures privatives de liberté publique qui sont exceptionnelles et qui sont prises par voie réglementaire. Or, la Constitution est très claire. Article 34, article 37 de la Constitution, domaine de la loi, domaine du règlement. Seul le législateur peut intervenir pour réduire les libertés publiques et fixer les conditions dans lesquelles le pouvoir réglementaire va pouvoir ajuster au cas particulier les mesures de restriction. Donc avant le 23 mars 2020, franchement, c'est clairement au petit doigt mouillé. La deuxième chose, c'est que en réalité, le gouvernement aurait pu décider non pas d'adopter une loi totalement irrégulière en ne respectant pas les conditions de la Constitution, il aurait pu directement faire appel à différents mécanismes qui existaient déjà et qui étaient prévus par la Constitution. Et oui, je vous ai dit, gouverner, c'est prévoir, hein, pas moi qui le disais, et la Constitution, justement, elle prévoit. Elle prévoit les cas un peu exceptionnels. Alors, elle prévoit notamment deux mécanismes qui auraient parfaitement pu s'incorporer et gérer cette crise sanitaire de manière à nous permettre ensuite d'adopter les lois dans les bonnes conditions de fond et de forme. Tout d'abord, on avait évidemment la question des pouvoirs exceptionnels du président de la République. Article 16 de la Constitution. On en avait déjà parlé avec Pierrick Thévenon sur notre chaîne YouTube. Je vous invite à vous abonner et à aller voir l'émission que nous avions tournée il y a quelques années de cela. D'ailleurs, si ce type de contenu vous plaît, dites-le nous en commentaire, on en fera une nouvelle émission. Donc, article 16 existe. Pourquoi adopter une loi qui ne réunit pas toutes les conditions matérielles pour pouvoir être adoptée lorsque l'article 16 existe? Deuxième chose, vous avez également l'état de siège, l'article 36 de la Constitution, qui pouvait permettre également au gouvernement de prendre toute une série de mesures un peu dans l'urgence, et qui, encore une fois, cette fois-ci, étaient cadrées, prévues par la Constitution. Troisième chose, c'est notamment la loi de 55 sur l'état d'urgence classique, qui permettait notamment au pouvoir de police prise par le Premier ministre ou le préfet, de pouvoir prendre toute une série de mesures dans l'urgence visant à restreindre les libertés fondamentales. Alors, quand il existe autant de mécanismes et qu'on décide finalement de créer pour les besoins de la cause une norme sur mesure, qui, encore une fois, ne respecte pas toutes les conditions prévues par la Constitution, puisque je rappelle que pour adopter une loi, il faut que ce soit une règle qui soit votée par le Parlement et qu'il y ait un certain nombre quand même de règles, notamment en matière de présence, chose qui n'était pas assurée au 23 mars 2020. Quelle est la difficulté lorsque l'on se retrouve face à une loi qui n'est pas adoptée selon les nécessités, selon les conditions de la Constitution et qui répond davantage à des nécessités politiques? Ça veut dire que la règle de droit n'est plus la règle de droit. Ça veut dire que le droit devient un outil entre les mains des gouvernants et que si ces gouvernants sont mal intentionnés, c'est toutes nos libertés publiques qui peuvent être demain complètement fracassées. Et c'est bien ça qu'il faut essayer de comprendre, c'est que cette loi du 23 mars 2020, par la manière dont elle a été adoptée, par les besoins politiques qu'elle traduit, on le voit, est en réalité en train d'indiquer un message qui est le suivant. Le message qui est le suivant, c'est qu'il n'y a plus de fondamentalisation des droits. C'est-à-dire que vos droits fondamentaux deviennent en réalité des droits conditionnés.
Conditionné à quoi? Conditionné à une volonté politique. Donc vous voyez bien, quand je fais référence à ce discours qui a été tenu lors de cette conférence sur l'anniversaire de la jurisprudence Vabre, qui visait à reconnaître la supériorité des traités par rapport aux lois, on voit bien que le débat, il n'est pas vraiment là. Il n'y a pas un risque, en réalité, d'un retour à la loi suprême. Il y a un risque que cette loi incarne la volonté politique, qui est toujours une volonté temporaire, qui est toujours une volonté conjoncturelle, mais surtout qui est la volonté d'un parti politique qui ne représente qu'une toute petite partie de la population et qui, par le mécanisme de la démocratie, va faire que la majorité équivaut à l'unanimité. Et donc, vous voyez tous les problèmes que cela peut engendrer lorsque on voit, à l'aune des dernières élections, tant l'extrême gauche que l'extrême droite, que demain, si un gouvernement mal intentionné devait intervenir, nous avons créé ici tout le terreau fertile d'un régime qui pourrait être beaucoup plus réactionnaire, beaucoup plus restrictif de liberté. J'avais donc envie qu'on revienne sur cette loi du 23 mars 2020, parce qu'aujourd'hui nous sommes à ce sinistre anniversaire, le 23 mars 2026, date à laquelle nous sommes en train d'enregistrer cette vidéo. Et évidemment, les lignes que j'avais pu écrire à l'époque n'ont pas changé. Nous sommes ici donc face à la démonstration, s'il était encore besoin de le faire, que l'état de droit est évidemment fortement atteint par les volontés politiques et que face à des situations de crise, nous avons tout intérêt à rappeler à quel point les libertés fondamentales doivent rester fondamentales. Toute restriction de liberté qui est justifiée par une volonté politique temporelle et conditionnelle doit toujours et systématiquement être encadrée et évidemment soumis, lorsque cela est nécessaire, à un juge qui doit être véritablement indépendant. Je reviendrai juste pour conclure sur cette anecdote, pour vous dire à quel point j'avais été déçu des juridictions administratives, et notamment ici du Conseil d'État. Fort heureusement, et évidemment, ça ne peut pas généraliser l'ensemble du travail du Conseil d'État, ni généraliser l'ensemble des membres qui composent cette juridiction suprême, mais voici la petite anecdote sur laquelle j'avais envie de conclure. Lorsque, avec mes brillants confrères, sans d'avocats, pour ceux qui me connaissent depuis plusieurs années, vous savez de qui je fais référence, nous avions saisi le Conseil d'État pour demander la réouverture de tous les restaurants de France et de Navarre avant la date fixée politiquement dans l'agenda du Premier ministre du 2 juin 2020. Nous avions saisi le Conseil d'État. Et quand on le saisit à un moment qui est assez opportun, c'est-à-dire juste après une décision qui a été rendue le 18 mai 2020 qui réouvre les lieux de culte. Vous allez dire quel est le lien entre les lieux de culte avec les restaurants. C'est l'argumentation et notamment l'analogie qu'on peut en faire. Lorsque le 18 mai 2020, le Conseil d'État ouvre les lieux de culte et dit on peut de nouveau accéder à ces lieux, il dit trois choses. Il dit tout d'abord, depuis le 11 mai 2020, il y a un déconfinement. Donc les gens se mélangent déjà dans les centres commerciaux, peuvent quand même bien aller se mélanger dans les lieux de culte. Deuxième chose, il nous dit il y a des protocoles sanitaires qui ont été mis en place, si bien qu'on n'est plus dans les conditions antérieures à mars 2020, où là, clairement, le virus pouvait se propager comme bon voulait. Et puis, la troisième chose, c'est que dorénavant, il y avait évidemment une baisse à ce moment-là, bien évidemment, de la contagiosité du virus, de l'épidémie, qui conduisait à ce qu'on relâche les mesures de restriction sanitaire. Bon, vous remplacez lieu de culte par restaurant et vous comprenez qu'on est quand même dans une situation relativement similaire et qu'on voit mal en quoi cette position, cette jurisprudence qui avait été rendue, ne pourrait pas être transposable aux restaurateurs. Nous saisissons donc le Conseil d'État le 20 mai 2020, on est quand même assez réactif. Alors que nous sommes en référé liberté et qu'on indique dans les textes 48 heures, nous avons déjà une date d'audience qui est prévue 6 jours plus tard, 26 mai 2020. Et puis, lorsqu'on se présente à l'audience, 1 heure avant, on nous explique que finalement, ça sera le lendemain. Pourquoi ? Parce que, voilà, c'est tout, c'est comme ça, vous n'avez pas vraiment le choix et vous n'avez pas de compte à demander au Conseil d'État. Et lorsque l'on plaide ce dossier, brillamment, je ne sais pas, en tout cas, ce n'était pas filmé à l'époque, mais c'était un plaisir d'intervenir devant cette juridiction, eh bien, nous n'allons pas avoir de réponse immédiatement. 1 jour passe, 2 jours passent, 3 jours passent, et puis finalement, le 3 juin 2020, nous avons une décision qui est rendue et qui nous dit
Les restaurants ont été ouverts le 2 juin. Il n'y a plus rien à juger. Voilà, c'est ça la justice en 2020. Et évidemment, ça laisse des stigmates. Vous en penserez ce que vous voulez. Vous ferez votre avis sur est-ce qu'il y a eu un message, des pressions qui ont été exercées sur ce magistrat? Est-ce que c'était un sujet qui ne les intéressait pas? Ou tout simplement, est-ce que c'était finalement la volonté du Conseil d'État de ne pas interférer sur les choix politiques du moment? Moi, ce que j'en retiens en tant qu'avocat, c'est qu'une liberté fondamentale, en réalité, doit réagir à un calendrier politique. Et que ce calendrier politique, il est quand même toujours bien tombé, puisque au 15 avril 2022, lorsque les élections présidentielles puis législatives sont intervenues, curieusement, le virus avait disparu. Bref, si ce genre d'analyse vous intéresse, on en fera d'autres sur la chaîne. Dites-moi en commentaire ce que vous en pensez. Dites-moi si vous aussi, vous avez toujours cet arrière-goût d'injustice au fond de la gorge, parce que clairement pour moi, c'est toujours le cas, et c'est la raison pour laquelle on continue encore aujourd'hui de se battre pour la défense de nos libertés fondamentales. 480 soignants que nous accompagnons partout en France pour demander leur indemnisation, des arrêtés préfectoraux qui imposent le port du masque, qui sont toujours en cours devant les cours administratives d'appel, et bien évidemment, votre serviteur ici présent qui veille au grain pour que nos libertés fondamentales ne deviennent jamais facultatives. Pensez à vous abonner, et on se retrouve tout de suite dans notre émission Justice citoyenne.